Je l'ai annoncé depuis 7 heures. Aujourd'hui, nous sommes avec un expert en environnement, M. Lucien Balala, qui va parler justement de ce qui nous est arrivé cette semaine à Kinshasa, la rivière Njili qui est sortie de son lit et qui a causé énormément de dégâts et même des pertes en vie humaines. Ce sont les conséquences d'une longue négligence selon plusieurs experts. Est-ce que ce sera aussi son avis? Est-ce qu'il y a des pistes de solutions? Bonjour et bienvenue, M. Lucien Balala. Bonjour, M. Christopher. Alors, comment vous, personnellement, avez vécu ces désastres dans la ville de Kinshasa ce week-end et jusqu'en début de semaine? Bon, d'accord, on l'a vécu à deux dimensions. D'abord en tant que patriote et puis comme technicien. Déjà comme patriote, cela ne peut que choquer, voir les pertes en vie humaine. Mais en tant que technicien, on ne cesse de pousser les cris d'alarme pour que les autorités prennent leurs responsabilités afin d'épargner la population de ces dégâts à répétition. Quelles sont ces responsabilités? Bon, les responsabilités de la part de l'État sont à plusieurs dimensions. Parce que si on doit faire un tour peut-être dans de pays développés, il y a ce qu'on appelle le PPRI, le plan de prévention de risques inondation. Parce que dans la gestion des catastrophes naturelles, nous avons trois phases. La première phase avant la crise, la phase pendant la crise et la phase après la crise. Comment nos autorités se comportent-elles face à toutes ces étapes? Donc on doit tenir compte des leçons passées pour éviter les pires par rapport aux inondations qui vont arriver. Parce que ce n'est effectivement pas la première fois, on se souvient, le même Félix Tshisekedi, président de la République, qui s'est déplacé ce lundi au Stade Vamé, était à Ndanu en 2019 avec le même discours, mais malheureusement, on se rend compte qu'on agit qu'après. Vous avez dit il y a trois phases, avant, pendant, mais nous, ce n'est que l'après qu'on assure. Justement, c'est ce qui est en train de nous choquer. Parce que ce n'est pas la première fois. Alors, comment nos autorités se comportent-elles face à cette réalité? Puisque la zone de Njili, d'abord, se retrouve dans une zone instable. Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, l'évolution de la technologie, les ingénieurs ont réussi à braver les défis naturels. Mais cela nécessite beaucoup de moyens. Par rapport à cela, dans d'autres pays, la science a vraiment évolué. Comme c'est la zone inondable, on peut construire. Mais justement, en tenant compte de réalités passées comme en France, pour construire dans la zone inondable, on doit voir l'inondation passée. La plus grave était en 1910, où l'échelle était à 2 mètres. Maintenant, comme cette zone-là représente aussi des intérêts économiques, on ne peut pas la laisser comme ça. Mais on doit construire la maison sous certaines conditions, c'est-à-dire les maisons, les habitations doivent aller au-delà peut-être de 2 mètres, 3 à 4 mètres, de manière à ce qu'on prévoit qu'il y aura des inondations. Lorsque les eaux reviendront, on connaît déjà l'échelle qui est comprise entre 1 à 2 mètres. Alors les 2 autres mètres là seront là pour que la population puisse faire quoi? Puisse être abritée. Alors, en Belgique, par exemple, dans leur plan de prévention des risques d'inondation, on laisse les zones inondables. Mais on va inonder encore ces zones-là davantage au travers de certains travaux maçonniques, justement pour ralentir l'avancée de l'inondation. Et pour notre cas, de ce qui constitue la ville de Kinshasa, les problèmes est à plusieurs niveaux, M. Christopher. Pourquoi déjà notre pays, nous sommes dans la région intertropicale. Kinshasa est traversé par beaucoup de cours d'eau. L'inondation dans la gestion des catastrophes naturelles, c'est un aléa. Nous en avons 3. Il y a l'aléa biologique avec les virus, mpox, choléra et consorts. Il y a l'aléa géologique avec les tremblements de terre. Mais l'inondation, nous sommes dans un régime hydrométéorologique. C'est-à-dire il y a l'intervention du climat. Avec l'influence du réchauffement climatique, les zones instables ne vont que souffrir. Parce qu'il y a une forte capacité de l'évaporation d'eau qui vont donner beaucoup d'eau. Parce que Kinshasa a une moyenne d'eau allant de 2000 mm. C'est vraiment énorme. Alors les autorités doivent prendre tout ce que les experts sont en train de dire à compte pour prévenir la vie de la population. Ça c'est très bien, c'est une bonne analyse. On a entendu beaucoup de versions aussi. Hein. Ça, vous avez été technique, mais il y a eu beaucoup de versions.
Vous qui vivez aussi à Kinshasa, le ministre de la Justice sur ce même plateau a accusé l'église Shekinah, qui ensuite a nié, affirmé avoir pris des précautions. Il y a effectivement des lotissements, des quartiers qui ont poussé sans vraiment le respect des règles urbanistiques, juste à côté, au bord de l'eau, déversant même leurs fosses septiques directement à la rivière. Selon vous, le plus grand coupable dans tout ceci, pour le cas de la rivière Njili, c'est qui? D'accord, je ne partirai pas en termes de culpabilité, mais de responsabilité. Parce que nous avons trois types d'inondations. Nous avons les inondations de plaine, les inondations torrentielles qui sont beaucoup plus observées dans des régions montagneuses. Et puis nous avons les inondations, les ruissellements urbains. Alors, par rapport à ce qui s'est passé à Njili, nous sommes dans les ruissellements urbains. Pourquoi? Parce que les réseaux d'évacuation des eaux de pluie ne fonctionnent pas normalement, liés à la mauvaise occupation du sol. Ils ne fonctionnent carrément plus depuis très Justement, longtemps. Les collecteurs et tout ça. Exactement. Il y a une mauvaise occupation du sol. Alors, la question que nous devons nous poser, est-ce que ces personnes-là qui les a délivrées le permis de construire? Il y a le ministère des Affaires foncières. Alors, comment on peut délivrer des permis de construire sur des zones pareilles sans pour autant recourir aux techniciens au préalable? Donc, la responsabilité, moi, j'ai dit, elle est partagée parce que c'est à l'État de garantir la vie de la population, de créer des lois qui protègent, au fait, ces zones-là. Mais si on a beaucoup de moyens, on peut braver, comme je le dis, les aléas naturels. Voilà. Ça, c'est très bien de le préciser. Mais à l'avenir, selon vous, comment devrons-nous procéder? Voilà, merci beaucoup. Comme perspective, il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Comme perspective, la première des choses à faire, comme nous sommes déjà en pleine situation, la méthode la plus efficace, c'est d'abord déplacer la population. Parce que quand on déplace la population, c'est justement pour limiter les dégâts. Parce qu'il y a l'échelle de la gravité par rapport aux dommages. On parle de l'accident lorsqu'il y a une personne ou plusieurs blessés. On parle des accidents, d'un accident grave lorsqu'il y a une personne à 9 morts. On parle de l'accident très grave lorsque l'échelle varie de 10 à 100. Et puis on parle des catastrophes. Lorsque nous sommes à 100 et jusqu'à 999 personnes, et puis il y a les catastrophes majeures. L'État doit justement veiller à cela. Mais comme en perspective, comme je le disais, on doit d'abord faire ce qu'on appelle la méthode d'inondabilité. Elle permet de mesurer dans l'unité les deux principaux facteurs liés à l'aléa, mais aussi à la vulnérabilité. Quand on parle de la vulnérabilité, on voit la sensibilité des réalités qui sont touchées. Et cette mise en œuvre permet la modélisation de la technologie de la zone avec des modèles durée, débit et la fréquence, ainsi qu'à l'occupation du sol pour faire la cartographie des risques. En deuxième lieu, on peut proposer l'analyse multi-critères des SAT qui permet de combiner les techniques et les systèmes d'information géographique en tenant compte pour faire la gestion du site, en tenant compte des paramètres tels que la pluviométrie, la pente, l'augmentation de la population ainsi que les facteurs environnementaux anthropiques. Mais on peut aussi proposer le monitoring de la rivière Njili. C'est-à-dire qu'on parle du monitoring, on voit le suivi. Le suivi doit être fait et on doit tenir compte aussi du débit maximal de coulement de la rivière. Il y en a qui disent que non, voilà, ça c'est Dieu, ça ne dépend pas de la RDC, ça ne dépend pas de Félix Tshisekedi, ça arrive même en Belgique, c'est les changements climatiques, il n'y a rien à faire, il faut juste observer et tout ça. Non, il y a des techniques à faire. Pourquoi? Parce que j'ai parlé de l'aléa. L'aléa, c'est quelque chose d'imprévisible, ça nous surprend. Mais la manière dont on se comporte face à cet aléa, parce qu'on a dit que l'inondation, c'est un aléa hydrométéorologique. Le climat intervient, parce que nous sommes dans la région intertropicale. Comment se comporter? Il y a l'entretien des bassins versants. On doit interdire les constructions le long des berges. Parce que ces zones-là, on ne doit pas construire normalement.
on doit les laisser comme ça, peut-être occupés avec la biodiversité, justement pour prévenir la population. Ou à la limite, imiter les techniques proposées par d'autres pays. Parce que c'est un aléa, on doit vivre avec. Aujourd'hui, on ne fuit pas, mais on vit avec. Mais comment gérer toutes ces catastrophes naturelles? C'est très bien. Vous avez cité notamment le cas de la France, justement, le cas de la Belgique qui est allée jusqu'à attaquer déjà l'eau au départ pour éviter à ce que ça puisse nous surprendre. Oui. Un mot peut-être de la fin à l'endroit des autorités, à l'endroit aussi des populations, parce que vous avez dit les responsabilités sont partagées, hein, quand même, tout le monde à son niveau a une part de responsabilité par rapport à ce qui nous est arrivé collectivement. D'accord, merci beaucoup pour le mot de la fin. Et la gestion doit être collective. Aujourd'hui, la réalité est déjà là, mais nous devons tirer les leçons de ce qui s'est passé. Parce que avec notre moyenne de la pluviométrie, donc ces phénomènes seront récents. Maintenant, c'est au gouvernement de prendre des responsabilités, mais aussi à la population d'avoir un comportement civique, c'est-à-dire éviter les actes de la barbarie avec les écosystèmes. Parce que ce problème est à traiter à plusieurs échelles. Il y a la santé publique de la population qui est concernée. Vous avez parlé aujourd'hui, lorsque je vous ai suivi, de certains ménages qui déversaient leur matière fécale. C'est justement, ça provoque la contamination fécale. Au-delà de cela, il y a des retombées économiques. Aujourd'hui, peut-être la régie des eaux ne sait pas bien faire le captage. Pourquoi? Parce qu'il y a des immondices, il y a des déchets plastiques et autres qui empêchent au fait que les captages soient bien effectués. Aujourd'hui, le problème est à plusieurs échelles et cela nécessite une réponse rapide de la part de nos autorités, mais aussi à la population de jouer leur rôle, leur partition, parce que les premières victimes ne sont pas les autorités, mais elles-mêmes. Merci beaucoup, Monsieur Lucien Balala, expert en environnement. En fait, je ne l'ai pas dit dès le départ pour le mettre à l'aise. Nous sommes allés dans le même collège. Nous avons obtenu les diplômes d'État ensemble. Oui, je crois. Un des lauréats de notre promotion, d'ailleurs, Lucien Balala. Oui. 80%, ça? Ça fait longtemps. Ah, voilà, mais en tout cas, un des meilleurs de notre classe, et je suis fier aujourd'hui de l'avoir en face de moi, maîtrisant le sujet qu'il a décidé de suivre après nos études au collège. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. D'accord, c'est moi qui vous remercie. On va prendre maintenant la culture avec Boba Mbongo pour clôturer ce 50 bonjour avant de céder le plateau au journal en langue.